dans les effectifs et en fait, je suis expert senior en propulsion aéronautique. Et parallèlement, je suis aussi enseignant en Master 2 à Paris-Sorbonne ainsi qu'en école d'ingénieur. Donc voilà, les problématiques que je traite, c'est plutôt l'optimisation des chambres de combustion via la simulation numérique et les essais en vue de réduire les émissions polluantes notamment les NOx et les SUI. Et puis, bon, plus récemment, j'ai été impliqué dans les problématiques de décarbonation du transport aérien en travaillant dans le cadre d'un projet qui s'appelle Hyperion et qui nous a conduit à faire des essais d'injecteurs hydrogène low NOx qui ont amené d'ailleurs un brevet commun avec Safran. Voilà. Donc, Daniel Ferry peut peut-être se présenter. D'accord, donc Daniel Ferry, je suis chargé de recherche au CNRS depuis 1999. Donc moi je suis expérimentateur, j'ai un doctorat en physique, en spécialité sciences des matériaux, et je réalise des travaux expérimentaux qui sont focalisés sur des thématiques à l'interface physique-environnement, et je m'intéresse plus particulièrement à des processus multi-échelles concernant les propriétés physiques et chimiques des solides. Donc, pour ça, je mets en œuvre des méthodes analytiques où je vais coupler imagerie et spectroscopie. Donc, en général, imagerie plutôt de type microscopie électronique, au pluriel. Et en termes de spectroscopie, ça sera soit des spectroscopies photoniques de type infrarouge Raman, ou bien des spectroscopies de photoélectrons que je fais soit au laboratoire, soit en rayonnement synchrotron. Et donc, dans le cadre de la présentation de ce soir, j'avais travaillé avec Daniel Gaffier et Michael Sicard sur une partie correspondant au projet Mermoz et moi j'étais en charge de la caractérisation physique et chimique des particules. Très bien, merci Daniel. Michael. Bonjour, donc Michael Sicard, je suis dans le même département que Daniel, donc à l'ONERA. Je travaille exclusivement sur tous les aspects des carburants, donc que ce soit carburant liquide hydrocarboné, pour être plus précis. Je travaille sur tous les aspects propriétés physico-chimiques des carburants, qu'ils soient fossiles ou d'origine alternative, sur les aspects compatibilité matériaux, stabilité thermique et comportement à froid. J'ai tendance à résumer mes activités, je travaille du réservoir jusqu'au nez de l'injecteur. Il n'empêche que toutes les données qu'on peut récupérer à travers nos études servent aussi à alimenter nos camarades de la combustion et des émissions pour qu'ils puissent bien comprendre ce qui s'est passé au moment de la combustion à partir de la composition chimique détaillée du carburant. Donc pour l'ONERA, je sers souvent de point de contact pour les activités carburant et de chef de projet, notamment dans des programmes type Volcan ou des programmes européens. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si Soraya Aminan est parmi nous. Elle avait dit qu'elle se connecterait, donc elle pourrait presque se présenter. Oui. Bonjour Soraya. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc je suis Soraya Minan. Moi également, j'ai travaillé avec Michael Sicard et Daniel à l'ONERA sur la partie carburant et en particulier la dégradation du carburant, tout ce qui est dégradation oxydative et dégradation thermique du carburant, donc la liquéfaction. Très bien. Merci Soraya. Donc on peut commencer, on peut y aller? Oui, allons-y. Ouais. Bon, ben, très bien, très bien. Donc, comme vous le savez, le Jet A1 est le carburéacteur de référence qualifié sur aéronefs civils ou militaires. Il peut être d'origine fossile, d'origine synthétique ou un mélange des deux. Donc, en fait, c'est un produit, comme vous le savez, qui est chimiquement complexe et qui c'est un hydrocarbure lourd, multi-constituant. Donc, dans les conditions d'exploitation sur un aéronef, il est liquide. Donc, ça, c'est quand même un avantage du point de vue du stockage, du transfert du carburant du réservoir jusqu'à la chambre de combustion. Et évidemment, du point de vue
purement de son potentiel énergétique, c'est quand même un produit qui est intéressant, avec un PCI, un pouvoir calorifique inférieur qui est relativement élevé, qui est supérieur à 43 mégajoules par kilogramme. Donc, néanmoins, il présente quand même un certain nombre d'inconvénients qui sont liés au fait que, dans certaines circonstances, lorsqu'il est soumis à charge thermique, il peut se dégrader chimiquement et donner lieu à des dépôts de coque qui effectivement sont pénalisants du point de vue du circuit nominal, du comportement nominal dans le circuit carburant et de la chambre de combustion. Et par ailleurs, évidemment, en combustion, il est à l'origine d'émissions d'espèces polluantes minoritaires que l'on connaît bien, le CO, les hydrocarbures imbrûlés, qui sont ciblés par la réglementation ACI, du CO2 bien sûr, et des émissions de particules qui effectivement ont un impact négatif d'un point de vue environnemental. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux procédés de production est associée au durcissement des normes environnementales, donc environnementales OACI, ou même vision à carré, ont contribué à dynamiser les recherches sur les carburants aéronautiques, et ça constitue à l'heure actuelle un levier d'amélioration de performance à part entière. Donc voilà, alors en fait, il y a deux problématiques sur lesquelles on travaille depuis quelques années, qui sont intimement liées à la composition chimique de carburant. La première, c'est l'impact de la dégradation thermochimique du carburant et la coquefaction, qui joue un rôle pénalisant sur le fonctionnement nominal du moteur. Donc, ça a un impact négatif du point de vue des performances propulsives, environnementales et de durabilité. On pourra en parler, mais effectivement, c'est quand même quelque chose qui joue son rôle sur les performances. Alors l'autre volet, c'est que effectivement, ça occasionne des émissions de particules fines, évidemment, donc qui ont un effet indésirable à l'échelle locale et globale. Donc dans les couches inférieures, eh bien, ça va altérer la qualité de l'air, et donc avec tous les effets pathologiques que ça peut induire sur le système respiratoire. Et en haute altitude, bien, ça va perturber le bilan radiatif puisque ça va avoir un rôle assez déterminant sur la formation des traînées de condensation au travers d'un mécanisme de nucléation hétérogène qui va conduire à former ces traînées de condensation et donc à modifier les transferts radiatifs, et donc contribuer de ce fait au réchauffement climatique. Dans la chambre de combustion, ça peut également jouer son rôle, puisque le fait d'avoir des particules de suie va modifier les flux radiatifs, donc le champ de température, et donc peut avoir aussi une incidence sur d'autres polluants qui sont pilotés par la température, notamment les oxydes d'azote. Donc, en ce qui concerne la coquefaction, les conditions de survenue de la coquefaction sont assez bien identifiées. Donc, on a fait un rétex auprès des industriels. J'avais sollicité donc Michel de Solti à ce sujet il y a quelques temps. Et on a fait aussi un rétex qui a été très intéressant auprès de la maintenance aéronautique, donc le SIAE et le DMAE, pour voir un petit peu quelles étaient les pannes qui étaient inhérentes aux problématiques de coquefaction. Et en fait, il y en a un peu trois.
d'une part, il y a l'augmentation de la charge thermique après arrêt moteur. Lorsque vous avez un carburant qui est resté piégé, stagnant, parce qu'il a été insuffisamment purgé. Et là, effectivement, il va cuire sur les parties chaudes. Et là, ça peut occasionner des problèmes sérieux de coquefaction. Alors en fonctionnement, vous pouvez avoir le carburant qui ruisselle le long des parties chaudes de la chambre de combustion. Alors c'est vrai sur les systèmes d'injecteurs, c'est vrai en particulier sur les chambres de post-combustion. Et effectivement, c'est aussi une problématique qui est très importante. Et en fait, la troisième catégorie, c'est tout ce qui concerne les systèmes d'injection et d'allumage qui sont fondés sur des principes de fonctionnement non conventionnels. Alors, je pense à quoi? Je pense aux turbomoteurs d'hélicoptères, où là, on est sur des technologies qui sont assez différentes de celles qu'on rencontre dans les avions, hein, pour différentes raisons, de thermique, d'encombrement, et là, on peut avoir des problèmes sérieux de coquefaction. Alors, si je passe maintenant aux émissions de particules fines, il y a des progrès très importants qui ont été faits pour essayer de les caractériser finement. Ça a été porté sur un intérêt croissant ces 10 dernières années pour essayer de mieux les caractériser et d'aller au-delà de ce qu'on faisait classiquement et qui était quand même extrêmement rudimentaire, c'est-à-dire la mesure d'un indice de fumée, ce qu'on appelle la mesure du smog number. Donc là, effectivement, ça a été, ces études-là, elles ont été boostées aussi par le fait qu'on voulait intégrer des nouveaux standards beaucoup plus précis au niveau de l'OACI pour caractériser ces particules fines. Donc, un des projets, dont ça fait déjà quelques années, mais je pense qu'il a quand même compté, c'est le projet Mermoz qui a bien initié cette caractérisation fine des aérosols de type USFI d'origine aéronautique. Et donc, on a pu les étudier d'une manière extrêmement précise dans les conditions de fonctionnement représentatives de la phase du cycle LTO, c'est-à-dire en zone aéroportuaire, hein, et aussi en simulant le régime croisière de la haute altitude. Donc voilà, et on a pu acquérir des mesures en ligne pour caractériser ces aérosols de type SUI, et on a fait aussi des prélèvements sur différents substrats dont Daniel nous parlera. Effectivement, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les caractéristiques sont différentes en fonction des régimes de fonctionnement. Alors, avec la coquefaction et avec la formation des SUI, on est dans des mécanismes physico-chimiques qui sont extrêmement complexes. Alors, si on regarde du côté de la coquefaction, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, j'ai essayé de schématiser les choses. Donc, vous prenez un carburant qui est chargé en oxygène dissous. Et ce carburant, si vous le soumettez à une charge thermique, eh bien, il va avoir tendance à se dégrader chimiquement en phase homogène liquide. Donc, il va donner lieu à des produits d'oxydation primaires et secondaires qui vont ensuite, par le biais de différentes transformations, de polymérisation et de précipitation, vont évoluer en dépôt de coque. Donc on peut se retrouver avec une phase dispersée dans le volume de l'échantillon liquide, et suivant les circonstances locales que vous allez rencontrer, eh bien ces particules de coque vont pouvoir ou pas se déposer sur les parois. Donc et en fait, tout le fait qu'on va avoir du dépôt de coque ou pas
eh bien, résulte de la compétition de toutes les physiques qui sont mises en jeu. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir la thermodynamique, bien sûr, avec la pression et la température. Vous allez avoir les temps chimiques qui sont liés à la cinétique chimique de dégradation de votre carburant. Et puis ensuite, vous avez aussi les temps de la CFD si vous êtes de la mécanique des fluides, si vous êtes un écoulement. Et la compétition de ces temps caractéristiques va faire que vous allez faire du dépôt en paroi ou pas. Alors bon, vous avez donc des réactions volumiques, mais vous n'avez pas que des réactions volumiques, puisque vous avez aussi des réactions surfaciques, puisque le carburant qui va être en contact avec la paroi qui a priori est chauffée, va aussi se dégrader directement et faire du dépôt local. Donc c'est un phénomène complexe qui est éminemment à caractère multiphysique. Donc voilà, ensuite, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez deux régimes de dégradation en fonction de l'intensité de la charge thermique que vous appliquez. Vous serez soit en régime de thermo-oxydation, soit en craquage, avec des comportements qui sont sensiblement différents. Bon, si on passe au SUI, en fait, vous avez quand même un peu une même similarité, entre les deux problématiques, puisque donc en chimie complexe, bon, vous savez que le kérosène, quand il brûle en combustion aérobie, ben vous allez avoir des centaines, voire des milliers d'espèces qui vont être produites. Hein, et notamment, vous allez avoir un certain nombre d'espèces, C2H2, hein, donc acétylène, benzène, qui vont être précurseurs de suie et qui vont créer ce qu'on appelle des contribués par polymérisation à la formation de ce qu'on appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et donc, vous allez avoir un phénomène de nucléation qui va se développer, avec chaque noyau va ensuite subir une croissance en surface, et ensuite vous allez avoir des phénomènes de coalescence et d'agrégation, compte tenu du fait que vous avez énormément de noyaux dans un centimètre cube dans une chambre de combustion, par exemple, et qu'effectivement vous allez avoir ces noyaux qui vont coalescer et qui vont s'agglomérer pour former ce qu'on appelle des agrégats que l'on pourra récupérer par exemple en sortie de flux primaire de turboréacteurs. Alors, vous avez aussi un phénomène d'oxydation qui va consommer ces particules de suie et qui va faire qu'effectivement, vous allez avoir des réactions d'oxydation qui vont tenter de les faire disparaître, mais en sortie de flux primaire de turboréacteurs, vous en avez toujours qui subsistent. Alors, si on regarde d'un point de vue industriel, donc là aussi, hein, vous êtes dans des mécanismes physico-chimiques complexes et qui sont en interaction. Pour essayer de concevoir des chambres low NOx et low smoke, en fait, on va travailler, on ne veut pas perdre ce qu'on a réussi à gagner sur les NOx, et on veut arriver à essayer de contrôler les émissions de particules fines. Donc, on va travailler sur la zone primaire de la chambre de combustion, le but étant de réaliser un mélange le mieux réalisé entre les espèces réactives à petite échelle, ce qui permet de baisser la richesse. Et comme on sait que les suies, c'est quand même sensible à la richesse, donc ça permet de contrôler un petit peu dans la zone primaire la formation des suies. Et ensuite, vous avez la zone de dilution. Alors, dans la zone de dilution, on va essayer de la concevoir de telle manière qu'on puisse bien réaliser la phase d'oxydation des particules fines, de sorte qu'on puisse sortir avec un minimum de suie aux différents régimes de fonctionnement du moteur. Donc, en ce qui concerne
la modélisation d'essuie. Pendant très longtemps, c'était pas, on était sur des modèles qui étaient relativement rudimentaires et qui ne donnaient pas vraiment satisfaction. Donc là, je vais vous présenter je ne sais pas si vous le voyez, un calcul qui a été réalisé par une approche eulérienne lagrangienne, où là, on représente à peu près l'intégralité des mécanismes qui contribuent à la formation d'essuie, c'est-à-dire toute la phase de polymérisation qui va permettre de récupérer les HAP, et ensuite la phase de nucléation, la phase de croissance en surface et la phase d'oxydation. Et donc, on était sur des flammes qui étaient qui bénéficiaient de bases de données qui étaient très détaillées, de sorte qu'on a pu valider ces approches de simulation numérique et de modélisation. Alors, et donc là, en fait, on en est au stade maintenant où, bon, là, c'était une flamme qui était une flamme d'éthylène. Donc là, on a généralisé ce modèle qui est issu des travaux de thèse de Nicolas Delinger, qui a soutenu en septembre 2019. Et donc, on a étendu au kérosène et on prend en compte maintenant, au travers d'une dimension fractale, la morphologie des agrégats, parce que ce qu'on veut essayer d'avoir, c'est l'impact de cette morphologie sur les transferts radiatifs. Voilà. Alors, du point de vue expérimental, eh bien, on essaye aussi de construire les bases de données dans des conditions vraiment de fonctionnement réaliste. Ici, vous avez de la diffusion de mie sur le spray et de la chimie-luminescence sur OH. Et donc, vous avez une stabilisation. Vous voyez le caractère instationnaire du processus de combustion. Et donc, on essaye de travailler beaucoup actuellement sur la possibilité de faire des mesures simultanées de plis sur les HAP et de fractions volumiques d'essuie par LI. Voilà. Donc voilà, alors de toute façon, je tiens à disposition toutes les publications sur ces sujets. Les gens qui sont intéressés, évidemment, je leur communiquerai les éléments relatifs à ces travaux. Donc je vais passer maintenant la parole à Michael. Merci Daniel. Alors, pour compléter ce que nous a déjà présenté Daniel, le carburant, c'est bien plus que de l'énergie. Donc, il a effectivement, comme ça a été évoqué, c'est un carburateur qui est issu d'un mélange complexe de beaucoup de produits. Pour résumer, c'est grosso modo 40% d'alcane linéaire, 40% de cycloalcane et 20% d'aromatique. À travers ces trois grandes familles de composés, vous pourrez ajouter beaucoup d'isomères, donc beaucoup de molécules qui ont des compositions chimiques qui sont assez proches et avec un nombre de carbone qui va s'étendre entre 10 et 14 atomes de carbone. À ceci, il faut associer quelques molécules qui vont être présentes, qui vont être soufrées ou qui vont présenter de l'oxygène et de l'azote. Alors pourquoi est-ce que je les mentionne? C'est que souvent des molécules qui sont en toute petite quantité, mais qui vont avoir un impact très fort sur la stabilité thermique dont on parle aujourd'hui. Donc vous êtes bien évidemment au courant que jusqu'à très peu de temps, on n'utilisait que du kérosène d'origine fossile. Alors, on parlait tout à l'heure, vous évoquiez le fait que l'aéronautique récupérait la dernière goutte de pétrole. En tout cas, maintenant, on essaye de développer des produits qui, justement, ne sont plus issus du pétrole, notamment les carburants alternatifs. Et ces carburants alternatifs vont avoir un impact très fort au niveau de la composition chimique, puisque, alors pour certains, il n'y a pas d'aromatique. Alors, ce n'est pas le cas pour tous, mais il y en a qui n'en ont pas et pas de soufre. Donc, l'ensemble de cette variabilité, que ce soit au niveau du carburant d'origine fossile, puisque en fonction de là où il a été extrait ou son raffinage, il va avoir des variabilités de composition chimique, rajouté à la complexité des carburants alternatifs, eh bien, on se retrouve dans une zone où il va être assez compliqué de comprendre quel est le comportement justement de ce carburant au niveau de sa stabilité thermique.
il me semble aussi effectivement important de garder à l'esprit que le carburant, ce n'est pas simplement qu'un produit qui fournit de l'énergie. C'est vrai que souvent, quand on parle du kérosène, on pense tout de suite à cette fonction-là. Or, à l'intérieur de l'avion, dans l'aéronef, il a beaucoup d'autres fonctions. Donc, il va servir au niveau de l'équilibrage et de la stabilisation lors du vol, il sert de fluide de refroidissement et de fluide hydraulique. Et c'est cet emploi justement de fluide de refroidissement qui va être impacté et qui va subir cet effet de température que le kérosène va rencontrer entre le réservoir et le nez de l'injecteur. Puisque là, pour moi, en tout cas pour l'instant, au niveau de la stabilité thermique, on va se concentrer effectivement sur cette zone-là. Donc dès que vous allez commencer à chauffer votre carburant, bien les liaisons carbone-carbone ou carbone-hydrogène vont être fragilisées et elles vont être à l'origine de la formation de radicaux qui vont réagir avec l'oxygène ou avoir d'autres réactions et qui vont dégrader cette composition chimique. Si tu veux bien, Daniel. Alors, la stabilité thermique, c'est pas un sujet qu'on découvre. Ça fait très très longtemps que le sujet a été remonté. De mémoire, je crois que les premières publications qui traitent de ces problèmes de stabilité datent de 1950. Elles ont lieu à différents endroits. Donc, même au niveau, par exemple, du stockage, dans des stockages de longue durée, le kérosène peut tranquillement évoluer, se dégrader et fabriquer des dépôts. Bien évidemment, dès que vous allez mettre un peu plus de température, cette cinétique va s'accélérer et vous allez trouver à différents endroits, là cette fois-ci dans l'avion, des encrassements de circuits carburants, de coquéfaction, comme l'évoquait tout à l'heure Daniel, avec le ruissellement du kérosène à l'intérieur de la chambre de combustion, et même pour les militaires, au niveau de la post-combustion, puisque là, les niveaux de température sont très élevés, et on peut avoir une dégradation importante du kérosène. Donc, le carburéacteur, donc, là pour résumer, à la fois combiné sous effet de présence de lumière, parce que même la lumière peut induire ces dégradations, de la température et de la présence de dioxygène, peut entraîner la formation de boue, de vernis, carrément de gel ou même de dépôt. Là, vous avez en dessous, sur la figure, quelques exemples. Alors, l'image qui est en bas à gauche est un essai standard qui s'appelle le JF-TOT, mais il est intéressant parce que vous voyez justement quelle forme peut prendre ce vernis. Vous voyez, c'est une espèce de pellicule, alors elle fait que quelques microns, hein, voire même quelques nanomètres, qui complètement recouvre la surface métallique, c'était de l'aluminium en tout, vous voyez, propre sur votre gauche. Donc, on peut déjà avoir la formation de ces vernis. Et les images par microscopie électronique que vous avez entre le milieu et la droite sont là effectivement typiquement le genre de dépôt qu'on va avoir déposé sur des surfaces métalliques. Alors vous voyez, c'est des choses qui peuvent devenir relativement épaisses et qui peuvent avoir la présence de petites billes qui sont carrément du carbone, qui est des carbones avec de la présence d'oxygène, qui se sont gentiment déposés sur une paroi métallique au fur et à mesure du temps. Si tu veux bien, Daniel. Alors, pour limiter cette oxydation, on a déjà des solutions. C'est relativement simple, en tout cas sur le papier. La première qu'on pourrait imaginer, c'est désoxygéner le carburant. Effectivement, l'oxygène, on sait que c'est une vraie problématique, et si on arrive à retirer cet oxygène naturellement dissous, alors c'est quelques dizaines de ppm, hein, c'est pas grand-chose, on arrive à complètement stabiliser le carburant et ne pas entraîner de dégradation si on reste à des températures modérées. Alors ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé dans le milieu aéronautique si on était capable de désoxygéner le carburant entre le réservoir et le nez de l'injecteur. Lorsque le carburant va être en circulation, si on pouvait se débarrasser de cet oxygène, on pourrait limiter la formation de ces vernis qui sont déjà, entre guillemets, la première couche d'accroche. Alors, c'est pas évident à mettre en œuvre parce que vous connaissez certainement mieux que moi les débits carburants que vous avez à l'intérieur de l'avion. Il faut avoir des procédés, alors type membranaire, qui sont capables d'extraire seulement 60 ppm d'oxygène. C'est vraiment très peu. Et ce système trouve ses limites au moment où on va arrêter le moteur. Parce que lorsque vous allez arrêter le moteur, le circuit carburant va se vider, on va notamment le purger, mais il va rester un petit peu de carburant qui va être sous la forme d'un film. Et là, l'oxygène re-rentre, et bien évidemment, tous les mécanismes d'oxydation vont se remettre en place à cause de ce film et cette présence d'oxygène qui va être dans le circuit carburant. Et en plus, comme la chambre de combustion est très chaude, elle va restituer une partie de son énergie vers le système carburant. Et là, tranquillement, mon kérosène sous la forme d'un film mince va caraméliser et donc continuer à se déposer. Une solution envisageable est l'utilisation d'additifs.
Alors, ces additifs, donc sous la forme d'antioxydants, sont déjà utilisés dans le domaine du stockage, donc ça fonctionne très bien, mais sont aussi utilisés dans le milieu aéronautique lorsqu'on est dans l'avion. Par exemple, sous la forme de pots d'additifs, c'est-à-dire qu'on va rajouter des antioxydants et d'autres éléments comme des désactivants métalliques ou des éléments lavants qui vont être capables de bloquer toutes ces réactions d'oxydation. Vous avez un cas concret qui a été développé par les Américains qui s'appelle le JP8, qui permet donc d'améliorer la stabilité thermique du kérosène militaire, le JP8, de 100 Fahrenheit, ce qui nous fait à peu près une cinquantaine de degrés. Ils avaient cherché à développer le JP8 plus 225, donc un nouveau pot d'additif qui arriverait à augmenter cette fois-ci la température de stabilité de plus de 125 Fahrenheit, une centaine de degrés, mais ce carburant n'a jamais vu le jour, ce qui a montré, entre guillemets, les limites de l'utilisation des additifs. Ensuite, un autre problème, c'est le surcoût. Dès que vous allez commencer à additiver votre carburant, ça va avoir un coût important. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand vous allez à la pompe, vous avez le gasoil naturel et le gasoil premium qui est additivé. Vous voyez, vous avez facilement à peu près 10 centimes de plus liés à cet ajout d'additifs. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que les compagnies aériennes pourraient supporter un tel surcoût s'ils utilisaient ce genre de pot? Alors ça, je pense que ça peut être un peu compliqué. Ensuite, autre possibilité, ce serait de travailler sur la formulation du carburant. Un exemple concret, c'est le JP7, qui était utilisé dans le Blackbird SA71, qui avait notamment pour vocation d'avoir une meilleure stabilité thermique. Là, le souci, c'est qu'on est sur un produit qui a une composition chimique qui est très différente et qui a un coût aussi de production qui est très élevé. Et ça peut être difficile d'imaginer cet usage. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, les carburants alternatifs, certains ont cette composition, mais c'est comme toujours, dès que vous allez retirer ou modifier la composition chimique du carburant, vous allez avoir un impact important sur l'ensemble de l'aéronef. Les aromatiques sont souvent pointés du doigt comme étant le mauvais élève de la classe des hydrocarbures. Il n'empêche que les aromatiques ont quand même l'avantage de nous permettre d'avoir des joints qui restent toujours en bonne condition, qui continuent à jouer leur rôle, et ils vont aussi avoir, les aromatiques, l'avantage de donner de la masse volumique à nos produits, ce qui permet d'étendre le rayon d'action. Donc voilà, c'est un peu comme toujours, dès que vous allez modifier la composition chimique du carburant, que va-t-il se passer sur l'ensemble de l'aéronef? Une autre possibilité, c'est ce qui est fait aujourd'hui justement pour limiter ces problèmes de coquefaction, c'est de limiter la température du carburant à l'intérieur du moteur. Aujourd'hui, la limite qui est fixée est 150 degrés. Or, on sait bien, et tout ce qui est fabricant moteur nous aimerait bien justement qu'on aille plus loin pour justement s'affranchir de cette limite et monter en capacité de refroidissement donc, du carburant. Donc, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels on essaye de travailler. Donc, pour résumer un petit peu la problématique, on a deux zones de dégradation du carburant. Donc on a entre 140 degrés et 250 degrés, qui correspond au domaine d'auto-oxydation, donc là où c'est vraiment l'oxygène qui va avoir un impact. Vous pouvez voir sur la petite figure en bas, vous retrouvez la même échelle à peu près de température. Donc là, ce sont des degrés Kelvin et des Fahrenheit, mais vous retrouvez en fin de compte des dépôts qui sont liés à l'oxydation du carburant entre 140 et 250. Entre 250 et 400 degrés, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que les éléments, les intermédiaires réactionnels qui sont nécessaires pour l'oxydation des carburants dans le premier régime ne se forment plus, ou en tout cas sont dégradés. Et donc, il ne se passe pas grand-chose dans ce domaine-là. Et on recommence à dégrader le carburant lorsque vous allez dépasser les 400 degrés Celsius, où là, ce n'est plus l'oxygène qui va être l'élément déclencheur, ça va être la stabilité de la liaison carbone-carbone qui va se casser en petits morceaux, et là on passe dans le domaine du craquage. Il n'empêche que tous ces phénomènes-là additionnés vont entraîner des colmatages et des dysfonctionnements de nos injecteurs et des dépôts qui peuvent être importants. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails, et je vais d'abord plutôt me centrer aujourd'hui sur les mécanismes thermo-oxydatifs. Qu'est-ce qui se passe justement dans ce domaine? Eh bien, dans cette zone de température, on parle d'un hydrocarbure, donc une molécule avec du carbone et de l'hydrogène, et notamment, ce qui m'intéresse là, une liaison carbone-hydrogène. Dès que vous allez mettre un petit peu de température, donc on reste sur des températures quand même modérées, vous allez casser potentiellement cette liaison, et vous allez fabriquer des radicaux en vous débarrassant d'un proton. Ce radical hydrocarboné va avoir malheureusement tendance à réagir avec l'oxygène. C'est justement pour ça que l'oxygène est aussi important, et le fait de s'en débarrasser pourrait être un moyen de bloquer ces réactions. Ça va nous fabriquer un hydroperoxyde qui va aller réagir avec une autre molécule hydrocarbonée qui va arracher à nouveau un proton,
et nous fabriquer une molécule d'hydroperoxyde, qui, elle, va continuer à évoluer et se dégrader. Donc, vous voyez, on est en présence d'un cycle qui tourne sur lui-même, qui est autocatalysé, et qui va, dès que vous avez, tant que vous avez de l'oxygène, s'alimenter et continuer à former des produits de dégradation qui vont tranquillement se déposer et continuer à évoluer. Donc, on est vraiment dans un mécanisme de type radicalaire et qui réagit avec les molécules d'oxygène. Un certain nombre de paramètres vont avoir une influence, bien sûr, sur cette oxydation. L'oxygène dissous, ça paraît logique, tant que j'ai de l'oxygène, ça peut se passer. La température, il va y avoir un impact important, puisqu'en plus, ce sont des réactions qui sont liées par des mécanismes de type Arrhenius, donc ça dépend directement de la température. Vous allez avoir, bien sûr, la durée et le temps de contact. Donc, c'est là que je reviens un petit peu sur le cas dont je vous parlais tout à l'heure. On peut être soit en écoulement, où là, le temps de contact va être relativement limité. Donc, on va dans le circuit carburant, donc on va avoir peu de temps de séjour. Donc, des vernis qui vont pouvoir se poser, je dirais, au fur et à mesure des essais, mais de manière vraiment limitée. Par contre, dès que vous allez arrêter le moteur et que vous allez couper toute la circulation du carburant, le film qui va être là va pouvoir avoir des temps de séjour qui vont être très longs, quelques heures, et qui vont se dégrader. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure des vols, vous allez avoir un cyclage, et donc au fur et à mesure, vous allez avoir une accumulation. Ce n'est pas fait en un vol, c'est fait sur l'accumulation du fonctionnement de la vie du moteur. Bien évidemment, la composition du carburant va avoir un impact, le type de molécule d'hydrocarbures, la présence des espèces oxydées, soufrées ou azotées dont je vous parlais tout à l'heure, et même des éléments métalliques qui vont être dissous naturellement dans les hydrocarbures. Tout ça va entraîner la formation de dépôts solides. Donc, ce qu'on a fait notamment dans la thèse de Soraya, que Soraya a réalisé au sein de notre labo, c'était justement essayer de mieux comprendre le comportement de ces hydrocarbures et leur dégradation. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est ce que vous voyez sur votre gauche, la composition approchée d'un kérosène. Vous voyez, il y a beaucoup de types de molécules, et il est compliqué justement de tout étudier d'un seul morceau, parce qu'on ne sait pas qui réagit avec quoi. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait choisi un certain nombre de molécules modèles qui nous permettaient justement de déterminer le comportement de chacune des grandes familles, puis au fur et à mesure de reconstituer le kérosène pour essayer de comprendre justement comment se passaient toutes ces interactions. Donc, ce qu'on faisait au laboratoire, c'est qu'on dégradait le carburant et après, donc on se mettait dans des conditions les plus proches possibles de ce qu'on pouvait imaginer et on caractérisait les différentes phases qui étaient obtenues. Donc, à la fois les phases gazeuses, puisqu'il y a des produits de dégradation liés de petite taille, des molécules liquides et bien évidemment des solides. Une fois qu'on avait toutes ces différentes phases, qu'on caractérisait par des techniques comme de l'AGC ou de l'infrarouge, on arrivait à avoir après les mécanismes de dégradation, puisqu'on savait d'où on partait et ce qu'on trouvait de l'autre côté. Donc ça nous permettait justement de déterminer ces mécanismes. Ensuite, vu que toutes ces manips étaient réalisées dans des conditions bien encadrées au niveau du laboratoire, on avait un contrôle à la fois du température et des temps, ce qui nous permettait de remonter sur des éléments de facteurs de cinétique et justement de pouvoir alimenter Daniel avec tous les éléments dont il avait besoin pour ses codes. Donc il vous parlera tout à l'heure, si tu veux bien. Donc au laboratoire, on est équipé d'un certain nombre de techniques et de moyens expérimentaux qui nous permettent de balayer tout le domaine de température entre 150 et 700-800 degrés, ce qui nous permet justement d'avoir en présence tous les phénomènes de dégradation liés ou à l'oxydation ou au craquage. Et le dispositif qu'on a énormément étudié lors de la thèse de Soraya, c'était le pétroxyde, donc c'est la petite image que vous avez en bas au centre, qui nous permettait de travailler à des températures de 150 degrés, donc tout à fait dans le domaine qui nous intéressait, en statique, puisque là l'idée c'était vraiment de simuler notamment cet arrêt moteur et puis cette stagnation de ce carburant, et on mettait de l'oxygène par-dessus, et on essayait de voir la vitesse de consommation notamment d'oxygène et de la formation des espèces. Juste au-dessus, vous avez une autre petite image qui s'appelle le banc de coquéfaction. Là, cette fois-ci, on essayait de se mettre dans des conditions de circulation du carburant. On se déplace entre 150 et 300 degrés, et là, cette fois-ci, on simulait des arrêts moteurs. C'est-à-dire qu'on faisait circuler notre carburant, on mettait tout le système à température, puis à un moment, on arrêtait notre injection, le carburant s'écoulait, et on laissait vieillir tranquillement ce film pour voir ce qui se passait à ce moment-là. Et on a cumulé les essais pour justement permettre une croissance de ce dépôt, si tu veux bien. Alors,
sans rentrer dans le détail, hein, parce que là j'y passerai des heures, vous retrouvez le mécanisme global de dégradation d'un carburant. Donc tout en haut, vous avez toutes les petites molécules un petit peu représentatives de ce qu'on trouve dans un kérosène, et au centre, vous avez une molécule qui est vraiment la tête de pont. Sans elle, rien ne se passerait, donc ce serait pas mal si on pouvait s'en débarrasser, c'est l'hydroperoxyde. Et cet hydroperoxyde sert vraiment de nœud au niveau de l'oxydation, et tout le monde passe par cette molécule-là. Cet hydroperoxyde va, après, une fois qu'elle a été formée, se dégrader, fabriquer des RO points, des OH points, qui vont réagir avec les hydrocarbures qui sont encore présents et entraîner un certain nombre de produits, d'alcool primaire, secondaire, et ces produits vont gentiment évoluer en cétone, en acide, qui vont au fur et à mesure migrer de la phase liquide vers la phase solide, vont carrément précipiter, et vont aller se déposer sous forme de gel, souvent, sur la paroi métallique. Et là, malheureusement, les choses ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire que ce gel, comme il est encore soumis à de la température, puisque la paroi est chaude, il va évoluer, se dégrader, et on va avoir des dépôts qui vont devenir de plus en plus durs. Donc là, aujourd'hui, on a une vision assez claire du mécanisme de la formation de ce dépôt, et par rapport à toutes les espèces qui sont formées. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, les résultats expérimentaux qu'on a tirés justement de ce dispositif vont nous permettre d'avoir une sensibilité à l'oxygène, de déterminer les vitesses de consommation de nos molécules modèles et de l'oxygène. Donc c'est ce que vous trouvez sur la figure à gauche. À partir de là, on peut en tirer toutes les constantes cinétiques et en déterminer les énergies d'activation et les facteurs pré-exponentiels qui vont être utilisés typiquement dans les modélisations qui seront mises en place par Daniel et dont il avait besoin pour pouvoir justement faire ces modèles. Et là, je crois que c'est tout pour moi. Voilà. Donc, je vais continuer. Donc, c'est l'autre Daniel là, qui va continuer la présentation. Alors, comme l'a déjà précédemment évoqué Daniel Gaffier, on a réalisé une campagne de prélèvement pour étudier les caractéristiques microphysiques et chimiques des particules qui sont émises par les turbines aéronautiques. Donc, ce travail, il était réalisé au cours d'une campagne qui s'appelait Mermoz, et on avait travaillé avec un turboréacteur SAM 146, un S17 de chez PowerJet. Donc, c'est celui qui est sur la photo. C'est un moteur qui avait été certifié en juin 2010, dont les caractéristiques principales donc, sont signalées en dessous. Notamment, il dispose d'une chambre de combustion annulaire optimisée, et au cours de l'essai, il a été alimenté avec du kérosène Jet A1. Alors, si tu peux passer la diapo, Daniel, merci. Donc, ce moteur a été monté sur le banc d'essai H8 de SNECMA sur le site de Villaroche pour pouvoir étudier donc les particules qu'il émet lors du cycle landing take-off qui est représenté juste en dessous, où donc on a considéré tous les régimes correspondant à l'approche, au taxi, le décollage, la montée et le régime de croisière. Alors, les particules ont été prélevées par une sonde de prélèvement qui était montée sur un bras robotisé, là qu'on voit en jaune sur le côté du moteur. Et la sonde de prélèvement donc, était dans un plan situé à 10 cm derrière la sortie de la turbine. Donc, on a pu, à partir de ces systèmes, faire l'étude à la fois à Villaroche et pour le vol de croisière. On a aussi réalisé des expériences donc, sur le banc émain de l'Onera, où cette fois, il n'y avait pas tout le moteur, mais simplement un foyer tubulaire représentatif de la chambre de combustion de ce moteur. Alors, la sonde de prélèvement donc, était connectée à une ligne sur laquelle donc, on avait disposé un ensemble d'appareillages pour faire des mesures en temps réel, parce qu'on a prélevé également les gaz, hein, pas seulement les particules, mais également la partie gazeuse était étudiée. Alors, les prélèvements in situ consistaient essentiellement à mesurer la distribution de taille des particules, leur nombre, leur masse. Et puis, on a également réalisé donc, des prélèvements sur filtre et sur différents supports, notamment des grilles de microscopie électronique et des fenêtres en silicium. Et la raison est simplement que ça nous a permis ensuite de faire des mesures ex situ en microscopie électronique et en spectroscopie de photoélectrons, soit au laboratoire, soit sur les grands instruments. Voilà, donc c'est les appareils que vous voyez apparaître ici. Donc, cet ensemble de dispositifs nous a permis à la fois de faire des mesures sur les sites de travail, hein, lors des phases de collecte des particules, et également, on va dire, des analyses post-mortem des particules en laboratoire.
Diapo suivante, s'il te plaît, Daniel, merci. Donc, si on voit sur cette partie de la diapo, donc, des représentations, des micrographies obtenues en microscopie électronique à transmission de particules qui ont été collectées sur des membranes carbonées. Donc, les particules collectées sont ces amas qui ont des formes très complexes. Et sur chacune des micrographies, on a signalé le régime moteur. Donc, le F00, c'est la puissance nominale au décollage. Donc, 30% de la puissance au décollage, etc. Quand vous allez vers la droite, jusqu'à 100% pour le régime moteur à 100% de la fréquence nominale de décollage, pardon. Donc, ces agrégats sont composés de particules de plus petite taille, hein, qu'on appelle des particules primaires, que j'ai cerclées en blanc sur une des diapos pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit et que vous voyez par rapport à la barre d'échelle, quel est l'ordre de grandeur de la taille de ces objets. Alors, pour décrire ces agrégats, on peut difficilement le faire avec la géométrie euclidienne classique. Donc, on les caractérise par leur dimension fractale. Donc, c'est une valeur typiquement qui va varier entre 1 et 3 et qui va vous renseigner sur la compacité de cet objet dans l'espace. Donc, j'ai fait figurer des petites illustrations ici pour des valeurs proches de 1. Vous avez un agrégat qui est très linéaire. Et puis, on va vers quelque chose de très compact, qui est quasiment une sphère, pour des valeurs de l'ordre de 3. Donc, on a pu observer lors des prélèvements que la dimension fractale de ces agrégats, elle est indépendante du régime moteur, elle est toujours comprise typiquement entre 1,7 et 1,9. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la taille du diamètre des particules primaires, donc ces particules cerclées de blanc sur la micrographie, on s'aperçoit donc qu'elle suit une distribution log normale, mais au-delà de ça, les tailles moyennes des particules, elles évoluent avec le régime moteur. Hein, il y a une tendance à l'augmentation avec l'augmentation du régime moteur, mais leur taille reste toutefois très petite puisqu'elle va varier typiquement entre 14 et 16,5 nanomètres. Alors, si on zoome sur ces particules primaires, on s'aperçoit qu'elles sont composées de petits cristallites qui apparaissent ici dans la partie basse de la diapo sur le graphe, comme des petits spaghettis là, qui ont une structure en pelure d'oignon pour la particule. Et si on mesure la longueur de ces cristallites carbonés, eh bien, on tombe sur des valeurs typiquement qui sont de l'ordre de 2,5 à 3,7 nanomètres. Et cette fois, contrairement à l'évolution du diamètre des particules, eh bien, la taille de ces cristallites diminue avec l'augmentation du régime moteur. Alors, au-delà de simplement mesurer la taille, on peut avoir de l'information sur la façon dont les atomes sont structurés et arrangés dans ces particules, donc notamment en réalisant des expériences de diffraction, toujours dans le microscope électronique. Le fait d'envoyer un faisceau d'électrons sur ces particules, eh bien, la lumière est diffractée et à partir de cette lumière diffractée, on peut remonter à de l'information sur les distances caractéristiques qui vont séparer les plans d'atomes de carbone dans ces structures. Donc, j'ai schématiquement représenté en vert, rouge et bleu des plans carbonés dans différentes directions de l'espace. Et on peut, à partir du diffractogramme, remonter aux distances qui séparent ces plans. Donc, c'est ce qui est résumé dans le tableau en bas. Alors, on voit que là, les valeurs sont toutes inférieures à 0,4 nanomètres. Alors, à titre de comparaison, on a typiquement ce genre de structure pour le graphite. Et pour le graphite, on est à 0,335. Donc, c'est très ressemblant à du graphite, mais simplement, là, vous avez beaucoup plus de défauts. Et une différence majeure, c'est que l'empilement dans le graphite serait typiquement comme le petit schéma où on voit les plans verts superposés, parfaitement alignés. Dans la suie, on est plutôt, ce qui est tout en bas à gauche, là, dans une texture turbostratique, c'est-à-dire que les plans font des angles de rotation entre eux qui sont aléatoires. Donc, on a un empilement très désordonné de ces plans qui constituent ces structures en pelure d'oignon. Alors, les micrographies laissent à penser que ces objets sont bidimensionnels, mais en réalité, ils sont tridimensionnels. Et on peut quand même reconstruire ces objets dans l'espace tridimensionnel en faisant de la tomographie électronique, ce qui va consister simplement, au lieu de prendre un cliché à un angle donné, eh bien, on va faire varier l'angle du plan image par rapport au faisceau d'électrons pour pouvoir prendre cet objet sous différents azimuts et permettre une reconstruction tridimensionnelle. Donc, vous avez ici l'illustration de 4 agrégats
qui ont été reconstituées en 3 dimensions. Et à partir de ces reconstitutions, eh bien, on peut en déterminer le volume, la surface, tout un tas de grandeurs métrologiques qui nous servent ensuite à faire des comparaisons avec les mesures qui sont faites en ligne, puisque là, on a en général des mesures qui sont faites de manière indirecte. Ici, l'avantage, c'est de pouvoir travailler sur des grandeurs qui sont mesurées à partir de micrographies sur objet réel. Si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, merci. Donc, pour la caractérisation chimique, eh bien, on a utilisé la spectroscopie de photoélectrons. Donc, on voit sur la partie gauche qu'un spectre, c'est essentiellement du carbone et de l'oxygène. Et si on regarde de plus près, donc ici, j'ai fait un focus sur l'état S de l'oxygène, on s'aperçoit qu'on est capable de pouvoir mettre en évidence la présence de fonctions chimiques contenant des atomes d'oxygène sur ces suies. Donc, vous avez ici un ensemble de fonctions caractéristiques de type éther, cétone, carbonyle. Donc, on va dire des fonctions assez classiques. Et leur proportion varie avec le régime moteur, mais varie quand même assez peu. Hein. C'est ce qui est représenté par le diagramme bâton en bas de la diapo. On voit que quels que soient là, les régimes entre 70 et 100%, on a assez peu de variations de chacune des familles qu'on a pu détecter sur ces particules. Par contre, il n'en reste pas moins vrai que les suies sont globalement essentiellement faites de carbone, très majoritairement, pratiquement 97%. Et un petit peu d'oxygène, environ 3%, et des traces de soufre, bon, qu'on trouve déjà dans le carburant. Alors, tu peux envoyer, merci. On a également, en rayonnement synchrotron, la possibilité d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut sonder l'extrême surface de ces particules. Donc, sur la photo, c'est la partie bleue qui a une épaisseur d'environ 5 angstroms. Et on peut collecter le spectre sur cette petite couche de 5 angstroms. Donc, sur chacun des graphes au-dessus, c'est la courbe qui apparaît en gras. Et on peut également mesurer simultanément la partie correspondant au cœur de la particule. Donc, c'est le très fin dans les spectres. Et donc, à partir de ces spectres, on a de l'information chimique à la fois sur l'extrême surface et le volume de ces particules. Et en déconvoluant ces spectres, comme montré sur la droite là, pour le régime à 70%, eh bien, on peut de nouveau mettre en évidence la présence des fonctions chimiques. Et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que là, on a des signatures spectrales de la présence à la fois de défauts de type lacune, donc des atomes de carbone manquants dans un feuillet graphitique qui aurait une organisation parfaite. Et donc, on a des défauts structuraux et puis on a aussi des défauts sur les bords, donc par le rapport carbone-hydrogène qu'on peut mettre en évidence à partir de ces spectres. Diapo suivante, s'il te plaît, merci. Donc, sur l'ensemble des informations qu'on a pu collecter à la fois sur la microphysique et sur les spéciations chimiques, on a pu construire un modèle moléculaire expérimental des suies. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, ce sont les cristallites élémentaires qui constituent les particules primaires de suie. Donc, en haut, une cristallite carbonée de surface. Alors, les atomes, les rapports d'atomes que vous voyez en rouge, l'oxygène, en blanc, l'hydrogène, noir, le carbone, correspondent à ce qu'on a mesuré expérimentalement. De même pour le volume, donc c'est la cristallite qui apparaît sur le bas de la diapo. Et on a pu montrer donc la structure et les défauts présents dans ces cristallites peuvent être directement corrélés au spectre d'extinction qui est figure en bas à droite, extinction dans l'UV visible. Donc, on a corrélé les propriétés radiatives de ces particules à leurs défauts, puisque si on regarde la partie supérieure du graphe, eh bien, on s'aperçoit qu'en spectroscopie, on est capable d'identifier l'origine des pics qu'on observe dans les courbes d'extinction UV visible en les reliant à des défauts structuraux au niveau atomique et moléculaire. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans les détails, je vais repasser la parole, donc je crois que c'est Michael qui va reprendre. Il n'y a pas de son, là. J'entends plus rien, donc je ne sais pas si... On vous entend bien toujours, mais pas Michael. Michael ou Daniel, un des deux. Ils ont dû couper leur micro, selon moi. Mais Daniel a un petit souci de micro, il va le réactiver tout de suite. D'accord.
Parce que là, c'est l'autre Daniel. Sur la chimie, je suis Oui, tout à beaucoup fait. moins Non, performant. là, c'est Daniel qui doit reprendre la main et il lutte un peu avec son micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend faiblement. Vous m'entendez ou pas là? On t'entend faiblement, de loin. Tu nous entends? Allô? Allô? On t'entend pas très bien. Ah, l'image est revenue, au moins. Oui, tu dois pouvoir. Par contre, il faut que tu sois. Je te file ton. Ouais, voilà. Ouais. Bon, oui, je suis désolé, vous m'entendez? Allô? Oui, Allô? Oui, très bien là. Bon, très bien, excusez-moi, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Bon, enfin oui, ce que je disais, c'est que ces données qui sont incroyablement précises et à un niveau de microphysique peuvent quand même être exploitées à une échelle macro dans des simulations CFD, hein. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous voulez prendre en compte la morphologie des agrégats, vous n'allez pas travailler sur sa morphologie réelle, mais sur sa dimension fractale. Donc ça, c'est tout à fait intéressant d'avoir cette base de données et toutes ces approches statistiques qui vont pouvoir faire le lien entre l'échelle micro et l'échelle macro. Donc voilà, moi je voulais quand même, pour terminer, vous parler de la modélisation de la dégradation chimique de carburant et de la formation de dépôts. Donc, pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui est relativement original. En fait, bon, comme le disait Michael, l'avancement de la dégradation thermo-oxydative du carburant est fortement dépendante de la formation précoce de radicaux alkyles et de radicaux peroxydes, hein. C'est-à-dire que vous avez une espèce groupée RH qui est représentative de l'hydrocarbure et vous avez des radicaux alkyles et peroxydes qui sont traités qui sont mis en jeu au travers de trois types d'étapes réactionnelles, d'initiation, de propagation et de terminaison. Et donc, le but de ce mécanisme de base va être de créer des hydroperoxydes, et ces hydroperoxydes, ça va être des produits d'oxydation primaire, hein. Et donc, vous allez ensuite, au-delà de ce mécanisme de base, avoir des étapes réactionnelles qui vont vous faire passer un produit d'oxydation secondaire. Donc, je retraduis, si vous voulez, ce que disait Michael tout à l'heure. Et ensuite, à partir de ces polyhydroperoxydes, eh bien, vous allez avoir des réactions de précipitation et des réactions de polymérisation qui vont vous donner soit des produits oxydés insolubles, soit des produits oxydés macromoléculaires solubles, que l'on appelle des SMOR. Et ensuite, tout ça, selon les circonstances, va contribuer à faire du dépôt en paroi, avec évidemment l'apport de réactions surfaciques qui peuvent se dérouler exactement en paroi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, si on veut faire de la modélisation, vous allez avoir un mécanisme réactionnel avec une chimie rapide qui va s'opérer dans la première partie, et ensuite une chimie lente, puisque en fait, pour arriver à faire du dépôt, il faut compter plusieurs dizaines d'heures, qui va s'opérer dans un deuxième temps, où à partir des produits d'oxydation primaire et secondaire, on va arriver jusqu'aux insolubles et aux espèces macromoléculaires solubles, et enfin jusqu'au défaut. Alors donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de proposer
proposer un modèle qui soit suffisamment exhaustif, qui puisse mêler toutes les échelles du problème. Et donc, l'adjonction d'antioxydants va proposer un chemin réactionnel différent qui va contribuer à neutraliser le mécanisme de base qui finalement, c'est lui qui contribue à la formation du dépôt, parce que si vous maîtrisez la formation des hydroperoxydes, vous maîtriserez certainement la formation du dépôt en paroi. Donc, voilà. Alors la question qui se pose, c'est que bon, évidemment, vous allez avoir que des informations issues de l'expérience qui seront parcellaires, et donc il va falloir quand même, au niveau des mécanismes réactionnels, pouvoir déterminer les différentes et les paramètres d'Arrhenius. Donc vous avez le mécanisme de base et vous avez le mécanisme antioxydant dont le but est de neutraliser le mécanisme de base. Alors si vous prenez, c'est tout simple, hein, si vous prenez deux réactions qui sont purement symétriques, vous voyez alors une alimentant plutôt le mécanisme de base et l'autre symétrique alimentant le mécanisme antioxydant, et bien vous voyez que si vous voulez neutraliser le mécanisme de base, ce qu'il vous faut, c'est avoir un taux d'avancement de la deuxième réaction qui soit très supérieur au premier. Et donc vous allez écrire exactement ça, que le taux d'avancement de la deuxième réaction est très supérieur, et donc vous voyez, sur ce cas complètement alimentaire, comme vous allez pouvoir négliger les concentrations de peroxyde, eh bien, vous allez pouvoir récupérer la concentration de l'antioxydant. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux optimiser la quantité d'antioxydants à introduire dans le carburant pour avoir l'effet de neutralisation maximum? Et comment je fais pour avoir un effet de neutralisation maximum? C'est-à-dire j'essaye de neutraliser la consommation de l'oxygène dissous qui pilote le processus de thermoxydation. Et on voit que effectivement, quand je suis dans le cadre d'un mécanisme réactionnel détaillé, bien sûr, je ne suis plus dans un cas élémentaire, donc je ne peux pas faire d'une manière analytique le calcul de la concentration de H, mais en revanche, numériquement, je vois que je peux déterminer cette concentration optimale pour laquelle je vais avoir l'effet maximum de neutralisation du mécanisme de thermooxydation. Donc ça ouvre quand même des horizons, parce que vous voyez que finalement, cette concentration de l'antioxydant est totalement liée aux énergies d'activation de la première et de la deuxième réaction. Donc vous voyez qu'en fonction des carburants que je vais pouvoir considérer, eh bien, je vais introduire des concentrations d'antioxydants qui seront différentes. Voilà. Alors donc, en fait, une fois que j'ai validé le mécanisme amont, hein, c'est-à-dire celui qui se déroule avec des temps caractéristiques courts, eh bien, il faut aussi que je fasse la deuxième phase, donc les réactions de précipitation, et les réactions de polymérisation qui vont m'amener les insolubles et les smores, qui ensuite vont se déposer en paroi. Et là, effectivement, je fais ça à l'aide de formations de réactions qui sont volumiques dans le volume fluide, et voilà. Et ensuite, des mécanismes cinétiques chimiques par des réactions surfaciques pour faire passer les insolubles et les smores en dépôt, et ensuite la dégradation directe du carburant directement en dépôt. Donc, en fait, ce que j'obtiens finalement, c'est que j'ai validé ce modèle-là, je lui ai associé un modèle de formation multicouche de dépôt, et donc je peux, disons, et ça sera l'étape prochaine, exprimer exactement toutes les évolutions surfaciques au sein du dépôt qui se forme en paroi. Et donc, en fait, on a fait une exploitation de ce mécanisme réactionnel validé dans le régime de thermooxydation et dans le régime de craquage, ce qui nous permet d'avoir les évolutions de dépôt
en fonction de la température et en fonction surtout de la composition de carburant. Donc en fait, on voit qu'on a des lois approchées d'auto-oxydation et de craquage, ce qui ouvre des méthodes de tabulation qui permettront d'introduire des modélisations relativement simplifiées et complètement validées pour la détermination de ces dépôts en paroi. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est que effectivement, on a validé donc le modèle de cinétique chimique sur le banc de coquefaction. En fait, on a implémenté les modèles dans un code RANS qui calcule les écoulements en conduite. Donc, c'est un modèle K-epsilon avec un modèle de correction Barre-Reynolds. Et donc, on travaille actuellement sur l'optimisation de ce modèle en prenant en compte dans la description de la chimie complexe des méthodes de réduction fondées sur des hypothèses de quasi-stationnarité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les problématiques de dépôt, elles se forment. Le dépôt se forme au bout de dizaines, voire de centaines d'heures. Donc, du coup, il faut pouvoir aller vers des modélisations qui permettront de réduire au maximum le temps de calcul, ce qu'on essaye de faire ici. Donc pour conclure, en fait, on est convaincu qu'il faut développer quand même un nouveau moyen expérimental, notamment à l'ONERA, pour analyser d'une manière plus précise la dégradation en phase homogène et la formation de dépôts en conditions représentatives et dans toutes les situations que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire le carburant stagnant ou en écoulement, avec les effets de singularité des géométries qui seront rencontrées d'une manière classique. Donc, on peut aussi se poser la question de la compatibilité des matériaux et du domaine de charge thermique, puisqu'on a vu qu'il y avait deux régimes de dépôt, thermo-oxydation et craquage. Et donc, l'objectif, on essaye de développer actuellement un dispositif expérimental qui, moyennant des accès optiques, va nous permettre de mettre en œuvre des techniques de diagnostic optique et de visualisation qui permettront d'avoir un suivi temporel de la dégradation au cours du temps, en phase homogène liquide et du point de vue du dépôt. Donc voilà, et quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'étudier la sensibilité de la coquefaction aux paramètres clés endogènes, c'est-à-dire tout ce qui est les propriétés intrinsèques du carburant et exogènes, et dans le but de mieux concevoir les systèmes futurs et notamment d'essayer de déterminer des indices de criticité qui pourront être utilisés en conception. Donc voilà, donc on va être progressif en termes de carburant pour passer de molécules hydrocarbonées seules jusqu'à des carburants fossiles alternatifs totalement représentatifs et en exposant à des contraintes thermiques différentes. Alors, ce qu'on veut lancer dans le cadre de la collaboration entre l'ONERA et le CINAM, c'est des études qui vont permettre d'améliorer l'évolution de la chimie surfacique au niveau pariétal, et c'est ce qu'on a d'ailleurs commencé à faire, hein, c'est-à-dire qu'on a fourni déjà des échantillons à Daniel qui a commencé à en faire quelques analyses qui sont représentées ici, qui pourra peut-être nous commenter. Oui, bon, je peux dire quelques mots rapidement, effectivement. Donc là, sur la gauche, c'est un échantillon que j'ai reçu, donc que vous avez fabriqué au Pétroxy. Donc, pour commencer les études, je l'ai regardé en microscopie électronique à balayage pour un peu avoir de l'information sur la surface. Et on voit tout de suite, donc, ce film, il a une certaine rugosité et on voit des sphérules protubérantes. Donc, elles ont des tailles relativement variables, hein, puisque ça va de très petite taille, de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres à pratiquement 1 micron pour les plus grosses. J'ai regardé un peu l'épaisseur du film, qui là aussi est très variable, mais quand même est assez faible. Si on regarde en bas vers la gauche, on a des épaisseurs de l'ordre de 36 à 90 nanomètres.
Donc bon, c'est une coupe à un endroit, donc je ne peux pas prétendre que c'est homogène sur toute l'épaisseur, mais en tout cas, quand on fait des coupes, on a généralement, là, sur les essais que j'ai pu faire, des épaisseurs typiquement inférieures à 100 nanomètres. Et puis, de manière peut-être un peu plus intéressante, si on regarde la cartographie chimique élémentaire, on s'aperçoit donc la partie rose sur la partie en couleur. La partie rose, c'est le support de verre qui a été cassé, et la partie qui apparaît en vert, c'est le film qui est sur le verre qui s'est déposé dans le pétrooxy. Et on voit qu'il y a des taches jaunes, hein, en fait, qui sont des concentrations, des endroits où il y a des concentrations extrêmement importantes de soufre. Donc ça, c'est peut-être un des points pour l'instant à relever, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait des choses qui démixent. Alors je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas sur le film, on a des particules de soufre concentrées à différents endroits du film. Donc là, on n'a pas encore eu le temps de faire des études poussées. Sur la droite, on a commencé à regarder des études en XPS. Et donc, au niveau des fonctions chimiques, on a effectivement retrouvé, bon, bien sûr, hein, tout ce qui est carbone-oxygène. Il y avait une présence un peu étrange de fluor, mais qu'on a pu attribuer en fait à la présence d'un joint. Donc ça, c'est, on va dire, de la contamination. Par contre, on a également retrouvé des fonctions soufrées. Et là, c'est plus en accord avec la composition du carburant plutôt que le fluor. Donc ça, c'est le début, hein. Pour l'instant, on n'a pas Voilà. eu le temps encore de faire des études très poussées. Voilà. Donc on a terminé. Si vous avez des questions. Merci pour cet exposé qui était extrêmement intéressant, extrêmement complet en tout cas. Christophe, il y a des questions qui ont été posées au cours de l'exposé? Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, mais vu qu'on n'est quand même pas super nombreux, je pense qu'on peut peut-être y aller à l'oral. Moi, j'ai une question. J'ai une Oui. question. Vas-y. C'est Marie-Josine. Vous avez dit que elle est sur les aromatiques. Vous avez dit que les aromatiques ont un effet sur la formation des particules. Ensuite, il a été dit que dans les carburants de synthèse, on est forcé d'en rajouter, donc ce qui va générer des particules, je suppose, à cause pour les joints. Pour éviter la détérioration des joints. Voilà, pour maintenir le gonflement des joints, oui. Voilà. Ma question, c'est est-ce qu'on a une idée de l'ordre de grandeur de réduction des particules si on supprimait totalement les aromatiques dans les carburants de synthèse? Parce que si c'est 10%, on ne le fera pas. Si c'est 50 ou 80%, on va se demander s'il ne faut pas développer de nouveaux joints. Oui, tout à fait, oui. Et donc ça, c'est un chiffre que j'ai du mal à trouver. Je n'ai pas fait chercher. Ouais. Mais si vous avez des idées, ça m'intéresse. Il y a eu des essais moteurs avec du carburant 100% de synthèse. Il y a au moins un facteur 10 sur les émissions de particules. Oui. Eh bien, à mon avis, enfin bon, je ne suis plus maintenant dans les trucs, mais c'est un chiffre qui devrait amener les gens à lancer des études sur les joints. Oui, je pense, oui. Et parce que c'est quelque chose. Nous avons au cours de la commission A3F, nous avons parlé du CO2 qui crée beaucoup de problèmes à l'aéronautique, mais un jour, ça va venir sur les particules. Donc, il faudra. Bon, ça, c'est plutôt pour les industriels qu'il faudra qu'ils se posent la question. Voilà. Oui, tout à fait. C'est sûr que ce problème de durée de vie là, des joints, de la nécessité d'augmenter les aromatiques, c'est quand même un peu dommage. Donc effectivement, je pense que compte tenu du fait que c'est quand même important en termes de réduction de NOx de ne pas utiliser l'aromatiques, je pense qu'effectivement, il faudra y penser, qu'il faudra travailler sur d'autres trucs de stratégie pour... du sol. Bah oui. Enfin, oui, tout à fait. Il y a certains auteurs qui prétendent que les cycloalcanes pourraient remplacer les aromatiques dans le gonflement des joints. Ouais.
Et ça ne produirait pas des particules, enfin, les cycloalcanes ne produisent pas alors ça, je ne sais pas. Michael est parti, donc je ne sais pas, mais je peux lui poser la question, effectivement. En fait, le devenir à la combustion, c'est là que ça va se poser, parce que les cycloalcanes, est-ce qu'ils ne vont pas se transformer pour servir de précurseurs à des aromatiques? C'est la question. Bon, je ne suis pas chimiste, mais d'après ce que j'ai cru comprendre des modèles de combustion pour la formation de ces particules, généralement, les gens partaient sur les premiers modèles de l'acétylène. Et puis, ils ont considéré tout un tas d'autres molécules, mais en général, inexorablement, on forme des cycles. Ces cycles forment les premiers précurseurs qui deviennent des petits HAP, phénanthènes, choses comme ça. Puis ça grossit et ça donne ces cristallites. Parce que les cristallites que j'ai montrés, les tailles, c'est pas énorme. 2,5 nanomètres, ça fait pas un nombre de cycles très très grand. Donc on les forme assez vite en réalité. Jean-Pierre Dantard posait la question des carburants qui contiennent à la fois du fossile et des carburants de synthèse. Dans les mélanges 50-50, on constate déjà un premier effet sur la réduction des particules, qui est d'un facteur 2 dans les expérimentations. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal alors. Ouais. C'est quasiment, c'est presque linéaire alors, quoi. On pourrait aussi traiter le carburant fossile pour supprimer les aromatiques par hydrotraitement. Le problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça coûte quelques centimes, je crois. C'est pas très cher. Bon, par contre, ça aggrave le bilan carbone du puits à la source, puisque le traitement, il faut beaucoup d'énergie, quoi. Ah bon. Donc, les Américains attendaient de savoir si les traitements avaient un effet positif ou négatif sur le climat avant de se prononcer sur la nécessité de traiter le carburant fossile. Ouais. J'avais une question. Il y a une différence entre du kérosène et puis du diesel dans la formation des particules ou est-ce que c'est strictement enfin pas la formation, mais sur la morphologie, Alors, sur les caractéristiques microphysiques, en termes de dimension fractale, pas tellement. Par contre, les tailles des particules primaires sont différentes. Les particules aéronautiques sont beaucoup plus petites que celles des diesels. Typiquement, les tailles moyennes des particules primaires de diesel, donc les particules qui composent les agrégats, c'est-à-dire les petites sphérules, on est plutôt, pour les plus petites, autour de 30 nanomètres et on va jusqu'à 80 nanomètres. Donc, c'est des particules qui sont grosses par rapport à celles qui sont émises par les turbines, où là, on est plutôt en dessous de 20 nanomètres pour les plus grosses, entre 10 et 20 nanomètres typiquement. Ouais. Donc, c'est la seule vraie différence en termes on va dire, de taille. Après, sur les morphologies, c'est assez semblable. C'est quasi fractal. Donc, on n'a pas des différences énormes. Les agrégats de suie émis par les turbines ont un diamètre de gyration qui est aussi généralement plus petit. Donc, c'est un peu moins étendu dans l'espace, mais bon, il n'y a pas de différence très, très fondamentale. Après, sur la chimie, bon, il y a quelques différences, mais bon, c'est lié aussi à l'origine des carburants. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à la formation de suite. Est-ce que le processus de formation il est le même différentes étapes? On n'entend pas. On n'entend pas. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, il y avait comme des interférences. Excusez-moi, je suis dans les transports encore, c'est pour ça. Est-ce que au niveau on ne vous entend pas du tout. On n'entend rien du tout. Oui, on ne vous entend pas parler là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, oui, mais tout à l'heure, non.
Oui, d'accord. Ok. Je te demandais, est-ce que le processus de formation des suies qui émane finalement d'un diesel ou d'un kérosène, le processus de formation de ces suies est-il identique? Est-ce que les réactions chimiques sont les mêmes? Je demandais ça notamment à Daniel Ferry. Alors là, sur les processus de formation au niveau de la chimie, je ne saurais pas répondre avec grande certitude. Peut-être que c'est l'autre Daniel qui a plus d'infos que moi là-dessus, parce que sur la chimie, moi, je ne fais pas vraiment d'études sur la partie chimique. Donc, les mécanismes que je connais sont plutôt semblables, mais je ne voudrais Ouais, pas raconter de bêtises, hein. ouais, moi je crois qu'effectivement, les mécanismes sont tout à fait semblables, hein. C'est-à-dire on retrouve toutes les phases élémentaires de formation, de polymérisation, de nucléation, etc. Donc je Ah, pense que ça doit être à peu près ouais. pareil. Après, faut voir dans les conditions dans la chambre de combustion. Là, à mon avis, il y a des Ouais, différences en termes de température, de pression, ouais. de flux d'injection, de Oui, richesse de mélange, etc. Donc oui, ça, oui, c'est ça. Donc, de toute façon, on sait que les suies, elles sont produites, elles sont sensibles à la pression, hein. Plus on est à des pressions élevées, plus on forme des suies et aussi à la qualité du mélange. Et quand on est en surstoichiométrique dans les zones surcarburées, ben, effectivement, on fait des suies. Donc voilà, ça dépend aussi des circonstances, hein, des systèmes d'injection et des régimes. Est-ce qu'on peut maintenir une combustion prémélangée ou est-ce on est en diffusion? Tout ça, évidemment, ça va jouer énormément. Mais sinon, les mécanismes en eux-mêmes, je pense ils sont identiques, hein. Et il y a une autre question de Jean-Pierre Dantard là, sur le chat. Que penser de l'introduction des SAFT dans les moteurs à piston à cycle diesel? L'indice de cétane est-il comparable au jet A1 standard? Alors là, je pense que ça, c'est une question pour Michael et comme il est parti, je ne peux pas vous répondre. Ah. Moi, j'avais une autre question. C'était, on vient soustraire là des suies à l'aval de la turbine, là, que vous aviez montré une photo du SAM avec une sonde derrière. Euh, la suie, elle n'évolue pas entre le moment où on l'extrait là, du débit et le moment où on va l'expertiser. alors on a comparé les mesures faites en ligne, donc en temps réel, et puis les mesures qu'on a fait ex situ. Alors la ligne, elle est maintenue à température, elle était chauffée à 160 degrés, donc pour éviter tous les phénomènes de redépôt. Préalablement, tout était toujours nettoyé, bien entendu. Et on n'a pas noté sur les prélèvements qu'on a fait, et les études ex situ n'ont pas été faites des mois après non plus, hein, mais sur les temps de quelques jours à quelques semaines, on n'a pas vu d'évolution en termes de morphologie ou de distribution de taille. Après, sur la composition chimique, donc on a fait des expériences de vieillissement. Si on maintenait les suies, on va dire, dans une atmosphère inerte à l'abri de la lumière, on n'avait quasiment pas d'évolution de la chimie. Par contre, si on les laissait au contact de l'air, en fait, c'est surtout les réactions avec l'eau. L'eau interagit avec les suies, même si on pense souvent que c'est hydrophobe. En fait, ça l'est pas, c'est plein de défauts. Et là, effectivement, on a des transformations à la fois microphysiques et chimiques. Ok, merci. J'ai vu qu'il y avait une autre question sur les SAF aussi, sur est-ce que tous les SAF sont identiques? Non, il existe beaucoup de sortes de SAF, hein, suivant l'origine, les procédés utilisés pour convertir la matière primaire en combustible, quoi. Donc, ils contiennent plus ou moins d'alcanes linéaires ou d'alcanes cycliques ou de cycloalcanes, pardon, ou même pour certains SAF qui contiennent uniquement des, comment, des aromatiques, pardon. Donc, chaque SAF
fait l'objet d'un processus de certification. Et donc, ne peut être utilisé que s'il a subi toute une batterie de tests élémentaires et jusqu'à des essais sur moteur à échelle 1. Ouais. Donc ça va être coûteux s'il faut certifier chaque composition. C'est pourtant bien ce qui est en train de se faire. Hein. Ouais. Pour le moment, on a 7 de certifiés, mais les producteurs continuent encore. On a toujours des producteurs de fabricants qui vont vouloir proposer leur formulation, excusez-moi. Et l'idée, c'est quand même à terme d'arriver au 100%. Donc, on va avoir une multitude, finalement, sur le long terme, une multitude de compositions différentes. Avec un pourcentage variable, évidemment, à chaque fois. Déjà, si on commence avec du topping, et puis ensuite, pour le 100%. Il y a eu des tests de 100% SAF qui ont été réalisés sur des turbomachines et en termes de performance de la turbomachine, il n'y a jamais été constaté d'écart significatif par rapport à du kérosène. Mais par contre, les écarts peuvent se situer au niveau de performances plus critiques, comme des performances de rallumage dans les conditions extrêmes du domaine de vol, ou des performances de coquéfaction, qui était l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Bien qu'en général, la plupart des SAF sont moins sensibles à la coquéfaction que le kérosène. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? Bon, je pense qu'on a épuisé le sujet, si c'est possible. Et donc, je tiens à remercier chaleureusement les 3 présentateurs qui ont fait une présentation extrêmement complète. Il sera possible d'avoir accès aux planches? Oui, bien sûr, oui. Si tu pouvais me On les va vous envoyer. envoyer une version. Là, je les rediffuserai Je à pense, ceux qui en feront la on va voir demande. ce qu'on... Voilà. Et puis, je vous remercie encore. Merci à vous. Merci à vous pour votre invitation. Ouais. Merci beaucoup. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.